Bonsoir Thomas Pesquet. Bonsoir Alice. Merci vraiment d'être ici avec nous au Centre européen des astronautes. Vous allez nous expliquer dans un instant pourquoi vous êtes cantonné ici pendant quelques semaines. Mais d'abord une question toute simple. Comment allez-vous et comment vous sentez-vous quelques jours seulement après votre retour sur Terre? Eh ben, ça va très très bien. Je suis évidemment très content d'être rentré, d'avoir retrouvé mes proches. Le retour sur Terre, c'est un peu difficile. Il faut se réhabituer à la gravité. On a flotté de manière légère dans la station spatiale. Et puis quand on revient au sol, eh ben, chaque mouvement est un peu pénible. Le système d'équilibre ne fonctionne pas très bien. Il faut réadapter tout ça à la vie sur Terre. Donc les premières heures sont difficiles, mais on progresse très rapidement. Et là, aujourd'hui, je me sens très très bien. Je suis peut-être pas revenu à 100% de mes capacités d'avant la mission, mais j'en suis déjà pas très loin. Jean-François Clairvoy, qui est un autre astronaute français, disait que quand il était rentré sur Terre, il avait l'impression que chacun de ses bras pesait 1 tonne, que chaque mouvement était difficile. Mais à vous regarder, on n'a pas l'impression que vous êtes en train de vivre ça. Mais je l'ai vécu essentiellement vendredi, en fait, en sortant de la capsule. Et là, on se rend compte à quel point la gravité, c'est une force. J'avais l'impression d'avoir des élastiques accrochés au bras, en fait. Ah oui? Et chaque fois, ah oui, c'était vraiment ça. Ou un aimant gigantesque qui me coûtait dans chaque mouvement. Quand je penchais ma tête sur le côté, j'avais l'impression qu'elle allait basculer. Parce que les 4 kilos de poids de la tête, j'ai pas eu à les porter. Les muscles de mon cou n'ont pas eu à les porter pendant 6 mois. Donc tout ça, c'était difficile. Et puis très rapidement, on se remuscle. Ici, au Centre des astronautes, ça fait partie des raisons pour lesquelles on est là. Il va falloir se réhabituer avec des coachs sportifs, des kinés pour revenir en forme. Il y a des choses qui vous sont encore interdites, conduire, faire du vélo, courir, des choses comme ça? Oui, tout ça, tout ce que vous venez de mentionner. Alors évidemment, faire du ski, des choses comme ça le serait évidemment. Mais conduire c'est interdit pour encore quelques jours. Au début, on n'a même pas le droit de monter les escaliers parce que si on tourne trop la tête en montant les escaliers, ça fait des accélérations parasites. Les gens ont peur qu'on tombe. Mais vraiment, oui, faire du vélo, conduire, il va falloir attendre un petit peu. Mais pour tout le reste, je commence à revenir à mes capacités d'avant la mission. Quels sont les plus beaux moments que vous avez vécus depuis votre retour sur Terre? Depuis mon retour, alors déjà le retour en lui-même, il est exceptionnel. C'est vraiment un moment incroyable. On pourra en parler, mais c'est une phase extrêmement dynamique. Il se passe beaucoup de choses. Mais c'est exceptionnel et violent? Ouais, c'est violent. C'est difficile, c'est difficile. On est écrasé par le. On est sous 4G et demi à peu près, donc 4 fois et demi la force de la pesanteur. Donc on a vraiment l'impression d'avoir une vache écrasée sur la poitrine. Et après 6 mois dans l'ISS, encore une fois, c'est difficile. La capsule vibre dans tous les sens. L'ouverture du parachute, c'est violent. La rentrée thermique, quand le bouclier thermique s'échauffe, c'est feu d'artifice. Tout ça, vous le ressentez vraiment, hein? Ah, on le ressent très très bien. Et l'atterrissage, c'est vraiment un crash en voiture avec des tonneaux sur l'autoroute. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. La capsule a roulé. Même si on était, nous, vraiment strappés dans notre siège, avec tout était attaché. Il y a beaucoup de choses qui ont volé dans la capsule, donc assez violent. Mais au final, quand la capsule s'ouvre, qu'on voit des têtes connues, qu'on a l'odeur de l'herbe, de la steppe, et tout recommence. C'est un influx d'informations vers le cerveau qui est un peu difficile. C'est quelque chose que vous avez senti tout de suite, c'est-à-dire les odeurs, les sensations, tout ce que vous n'avez pas ressenti pendant 6 mois dans l'ISS, vous l'avez ressenti à la seconde. Exactement, et on le ressent de manière un peu décuplée en fait. Moi, j'avais l'impression que le bruit des petits oiseaux qu'on peut avoir ici autour du Centre des astronautes, j'ai l'impression que quelqu'un a mis le volume au maximum parce que j'ai pas entendu ça depuis longtemps. Les couleurs aussi, c'est comme une télé avec le contraste qui a été poussé un petit peu parce que nous, c'était assez monochrome quand même, pas beaucoup de lumière dans la station. Donc oui, voilà, les sens aussi réapprennent à vivre de manière normale sur la Terre. Alors ça, c'est votre retour sur Terre, mais depuis que vous êtes ici, il y a eu, j'imagine aussi, les retrouvailles avec vos proches. C'est un moment super important, ça. Oui, c'est un moment important. Effectivement, j'ai retrouvé Anne, ma compagne, j'ai retrouvé mes proches. J'ai pas encore vu mes parents, mais qui vont venir me voir assez rapidement. Et oui, et puis on a un peu changé. Moi, j'étais amaigri, un peu blanc. J'étais pas très en forme après le retour, évidemment, parce que c'est difficile. Donc il y avait un peu d'inquiétude. Et puis oui, c'est un moment très très fort. On a pu se parler, mais on s'est pas vu depuis 6 mois. Et puis là, ça y est, on se dit, je suis vraiment de retour. Vous disiez quand vous étiez dans la Station spatiale internationale qu'il y avait quelque chose qui vous manquait, c'était le sentiment de liberté, la nature, courir dehors, tout ça. Là, vous ne pouvez pas encore en profiter de tout ça. Il faut attendre encore un peu. Non, on me laisse pas. Je suis assez encadré, j'ai des méthodes, mais c'est très bien, tant mieux. Je suis extrêmement reconnaissant parce que les gens font beaucoup attention à moi et tant mieux. Mais non, on me laisse pas aller gambader dans la nature. Mais c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. C'est la prochaine étape. Voilà, c'est dans quelques semaines, je pense. Alors expliquez-nous, parce que c'est vraiment important, pourquoi vous êtes cantonné ici.
dans le Centre européen des astronautes pendant encore quelques semaines. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les expérimentations qui sont en route? Ou alors, j'imagine que vous avez de la rééducation, un suivi médical? Oui, tout à fait. Comme vous l'avez dit, il y a vraiment deux grandes raisons. Il y a la raison médicale. Il faut faire attention à la santé parce que, par exemple, les muscles qui maintiennent la colonne vertébrale sont un peu atrophiés. On n'a pas eu besoin de se tenir droit. Donc aujourd'hui, on est susceptible d'avoir des problèmes de colonne vertébrale si on ne fait pas attention. Donc on a de la rééducation avec des kinés qui sont là pour ça. C'est vrai que vous avez grandi de 5 cm? Alors non, j'ai grandi d'un peu moins. J'ai grandi moi de 2 cm à peine et je les ai déjà reperdus depuis le retour. Ouais, on repère assez rapidement. Et en fait, tout simplement parce que la colonne vertébrale se distend, c'est ça? Tout à fait. La colonne vertébrale s'allonge, clac, 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 clac. Chaque disque, si on prend 2 mm entre chaque disque de la colonne vertébrale, évidemment, au total, c'est quelques centimètres. Donc tout ça, ça s'est déjà résorbé. Il y a des effets comme ça qui se résorbent très rapidement. Il y en a d'autres, c'est plus sur le long terme. Est-ce que vous redoutez les conséquences sur votre organisme de ces 6 mois passés en apesanteur? Parce qu'il y en a des conséquences. Il y en a, la plupart sont réversibles en fait, mais non, je les redoute pas trop parce que moi j'ai la chance d'être parti dans l'espace assez jeune, donc j'étais en forme physique et ça aide quand même à encaisser les effets sur le corps humain. Sur le système musculo-squelettaire, enfin le système du squelette ou des muscles, il y a quoi? Une perte de densité osseuse, c'est ça? Perte de densité osseuse, perte de volume musculaire et perte de force aussi. Les fibres musculaires à même volume sont un peu moins fortes, un peu moins explosives, mais tout ça, ça se récupère avec l'entraînement. Tout se récupère? Pas forcément tout. Parfois, il y a des changements sur la vision, mais moi, j'ai fait tous mes tests de vision hier et j'ai la chance de ne pas avoir de changement du tout, donc ça, je suis très content. J'imagine. Mais c'était un peu la surprise, on ne sait pas trop. La bonne surprise. La bonne surprise. On est exposé à un peu plus de radiation aussi dans l'environnement de la station spatiale. On n'est pas protégé par les ceintures de Van Allen ou l'atmosphère. Mais au total, c'est des doses de radiation assez raisonnables. Il ne faudrait pas passer 10 ans de sa vie dans la station spatiale, je pense que ça ferait beaucoup, mais pour une mission de 6 mois, 2, 3, 4 missions de 6 mois, ça reste dans des effets complètement raisonnables. Est-ce que ça veut dire que là, par exemple, vous pensez qu'il n'y aura pas de séquelles physiques irréversibles pour vous? Je pense, oui. Je pense que c'est pas moi, mais je pense qu'avec le programme qu'on a aujourd'hui d'entraînement, de protection et le suivi médical qu'on a, on est vraiment dans des bonnes conditions pour faire en sorte de ne pas souffrir au long terme d'une mission dans l'espace. Revenons maintenant et justement sur votre mission Proxima, 196 jours passés dans l'espace. Je sais que c'est très difficile l'exercice que je vous demande, mais si vous ne deviez retenir que 3 moments, ce seraient lesquels? J'ai envie de vous dire le retour parce que je viens de le vivre, donc c'est vraiment encore très présent à mon esprit et puis parce que c'est la phase sans doute la plus dynamique, encore plus que le lancement. Donc ça, c'était un moment fort. Je pense ma première sortie extravéhiculaire aussi, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Quand on ouvre le sas, on se retrouve tout seul dans l'espace, on devient son propre vaisseau spatial et puis on fait de l'escalade en armure. C'est fort. C'est le Graal pour chaque astronaute, la sortie extravéhiculaire, quand vous vous retrouvez comme ça. Effectivement, presque comme un objet spatial, c'est incroyable à vivre. Oui, c'est incroyable et effectivement, on a tous envie de le vivre parce que je pense qu'on a tous le rêve de voler, on va dans l'espace pour voler, pour aller plus vite, pour aller plus haut, pour être plus libre. Et puis c'est vraiment l'expérience de vol ultime, on devient son propre vaisseau spatial, un peu comme les gens qui maintenant volent avec des jetpacks, des choses comme ça sur Terre. Et puis c'est aussi une des choses les plus dangereuses qu'on peut faire quand même, aller s'exposer soi-même avec une protection au final assez minimale à l'environnement spatial, qui est la chose la plus hostile qu'on puisse imaginer. Ça demande une tension de tous les instants, donc c'est vraiment une expérience assez extrême. On se sent tout petit ou on se sent très grand à ce moment-là? Ah non, on se sent tout petit. On a vraiment, et puis on se sent très concentré. Les gens m'ont dit alors est-ce que tu as regardé le paysage, etc. Mais pendant 2h30, j'ai absolument pas regardé le paysage une seconde parce que la seule chose à laquelle on pense, c'est vraiment de pas laisser, de rester accroché à la station spatiale, de pas aller. On est toujours attaché par un filin, mais on a quand même pas envie de lâcher, tout à fait. Et puis de vraiment faire les tâches pour lesquelles on nous a envoyés dehors. C'est compliqué d'organiser une sortie extravéhiculaire. On a vraiment envie que tout se passe bien et de faire le boulot. Donc pendant 2h30, 3h, j'étais complètement le nez dans le guidon. Alors vous étiez le nez dans le guidon, mais vous avez quand même réussi à faire quelque chose qui est formidable, qu'on vient de voir dans le documentaire. C'est que vous avez filmé pour nous quelques-uns de ces moments en haute définition. Et on a eu l'impression, nous, en regardant ces images, qu'à aucun moment vous n'aviez ni peur, ni d'appréhension, rien en fait. Que vous étiez effectivement concentré et en même temps que vous profitiez de ce moment.
Ah non, mais moi j'étais très heureux, j'étais très très content. Non, j'étais content parce que, comme vous l'avez dit, c'est un peu un rêve d'enfant qui se réalise. Et puis aussi, moi j'ai eu la chance de faire ma sortie extravéhiculaire. Ça faisait plus d'un mois que j'étais dans la station spatiale, la première que j'ai faite. Donc le cerveau s'était habitué en fait. Je savais que flotter c'était devenu naturel. Mon cerveau savait que je n'allais pas tomber, que je pouvais lâcher, que je n'avais pas besoin d'attraper la structure de toutes mes forces, que je pouvais juste tenir avec deux doigts. Et ça aide. C'était dans le passé, on pouvait faire une sortie très rapidement après être arrivé dans l'espace pour la première fois. Et ça, c'était difficile parce que le cerveau n'avait pas intégré ces éléments-là. Moi, j'avais déjà un peu de recul par rapport à tout ça. Et votre troisième moment préféré, alors c'est lequel? Le troisième moment préféré, c'est un peu bête, mais il y avait une grosse expérience qu'on avait préparée, qui avait demandé énormément de travail aux gens, qui n'avait jamais marché avant. Et les gens se demandaient, est-ce qu'on continue à dépenser du temps et de l'argent là-dessus? Et puis on a réussi à la faire marcher finalement, c'était beaucoup de boulot, mais ça c'était une grande satisfaction professionnelle et c'est là où je me suis senti peut-être le plus utile. Je me suis dit, voilà, on envoie des gens dans l'espace, pas pour prendre des photos, mais pour faire marcher les choses, pour mettre un peu d'ingéniosité, un peu de travail. Pour que ça marche, et au final ça a marché, les scientifiques étaient extrêmement contents d'avoir leurs données et ça c'est vraiment un bon souvenir. Ce qui nous frappe en voyant le document que vous avez filmé pour nous, c'est aussi votre évolution psychologique, votre prise de conscience par rapport à la fragilité de la planète Terre. Vous nous le racontez dans le documentaire, mais on le sent au travers de vos propos. Oui, mais parce que la grande différence, cette réalisation, pour moi, cette prise de recul, c'est la différence entre deux choses, c'est entre comprendre un phénomène avec son intellect et puis le vivre vraiment avec ses sentiments. Le ressentir. Et c'est pas du tout la même chose. On peut comprendre le réchauffement climatique, on peut interpréter ces données, 2 degrés d'augmentation de la température, c'est facile à comprendre, mais ça ne parle pas au cœur, au ressenti, alors que le voir depuis l'espace, eh ben oui, ça y est, on voit la fragilité de l'atmosphère, on voit les effets de la pollution, on voit tout ça et on le comprend de manière beaucoup plus profonde. Vous savez, j'imagine, que Donald Trump a annoncé que les États-Unis se retiraient de l'accord de Paris. Si vous étiez en face à face avec le président américain dans le bureau ovale ou ici, si vous avez l'honneur de venir vous voir, qu'est-ce que vous lui diriez? J'essaierai de le convaincre que ce n'est pas une bonne idée, évidemment, qu'au final, il n'y a pas de bonne raison de se retirer de l'accord de Paris. Même économiquement, il n'y a pas de bonne raison, parce que sur le long terme, le changement climatique, ça va impacter les activités économiques, évidemment. Donc même si on a un raisonnement purement économique en termes d'entreprise et de profit et de choses comme ça, eh bien, il faut se dire que de toute façon, sur le long terme, la seule bonne chose à faire, c'est d'aller dans le sens de contrôler le changement climatique. Comment vous qualifiez sa décision? C'est regrettable, c'est irresponsable? Je pense que c'est irresponsable. Ouais, je pense que c'est irresponsable. Mais moi, j'ai l'espoir que, évidemment, il y a d'autres acteurs dans la société, qu'il y a aussi beaucoup de liberté qui est laissée aux collectivités, aux régions, ou même aux entreprises, et qu'on peut quand même, à mon avis, atteindre les objectifs de l'accord de Paris, même sans volonté présidentielle. C'est dommage, évidemment, mais moi, j'espère un sursaut un peu citoyen dans ce combat-là. Dites-moi, Thomas Pesquet, vous n'avez pas envie de lui envoyer quelques-unes de vos photos à Donald Trump? Parce que ça pourrait le faire changer d'avis. Je ne suis pas sûr qu'il me suive sur Twitter, Donald Trump. C'est dommage. Mais oui, peut-être. Enfin, c'est aussi pour ça que je le faisais. Ce n'était pas juste pour la beauté des photos. C'est si ça peut provoquer des réflexions positives chez les gens, eh ben, tant mieux. Moi, je considère que la mission est réussie. Vous avez l'impression, le sentiment ou la conscience, tout simplement, d'être devenu un véritable ambassadeur pour la planète? C'est-à-dire que vous avez fait peut-être plus en 6 mois que certains hommes politiques pour l'écologie. Je sais pas, j'ai essayé de faire de mon mieux, mais évidemment ma position elle était plus facile. Moi j'avais un point de vue tellement privilégié qu'il m'a juste suffi d'avoir accès à des moyens de communication et puis de partager ça du mieux que je pouvais, mais c'était plus facile pour moi peut-être que quelqu'un qui est sur Terre de convaincre. Maintenant il va falloir continuer dans ce sens-là, il va falloir poursuivre ce combat. Ambassadeur, c'est un bien grand mot. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu pendant ma mission spatiale et maintenant, on va voir ce qui va se passer une fois que je suis retour sur Terre. Mais quand vous dites il va falloir continuer ce combat, ça veut dire que vous, dans votre tête, vous vous dites oui, j'ai en fait une responsabilité. J'ai cette responsabilité de parler, j'imagine, notamment aux enfants, aux jeunes, mais aussi à toutes les autres générations, de cette fragilité de la planète. Bien sûr, mais moi, il y a beaucoup de choses dans lesquelles je crois. Je crois en la protection de l'environnement, l'éducation, parce que aussi l'éducation, c'est ce qui m'a permis à moi de vivre mon rêve. Donc ça, c'est des messages que je vais essayer de faire passer, et tant mieux si ça intéresse les enfants, s'ils ont envie si d'aller dans l'espace ça les fait rêver, si ça peut être un vecteur de choses positives, de bons résultats scolaires et puis de messages positifs pour la planète, et bien, tant mieux. Encore une fois, moi je considère que ça fait partie de mon travail.
Alors, vos photos, notamment, ont beaucoup frappé le grand public. Vous en avez publié 2500 à peu près en tout sur les réseaux sociaux. Si je vous demandais à vous, quelle est la plus belle ou la plus importante de toutes ces photos publiées? C'est difficile à dire, il y en a quelques-unes dont je me souviens particulièrement. La plus belle, les photos des villes de nuit sont magnifiques, mais en même temps un peu inquiétantes, parce qu'on se dit, c'est pour ça que je les aime bien, il y a cette dualité, en même temps c'est un tapis de lumière, mais on se dit, oh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Et une toile d'araignée, ça veut dire que la nature a finalement peu de place dans ce tapis de lumière, donc je pense que c'est les photos qui sont assez parlantes, parce qu'on peut passer du côté un peu fascination, beauté, pour amener la discussion vers des thèmes un peu plus profonds et dire bah oui, regardez, c'est très beau, mais... Alors justement, on vous a même baptisé l'astronaute 2.0 parce que vous aviez envie de partager tout ça, mais vous avez été critiqué aussi parce qu'on vous a accusé d'être trop dans la com, d'être trop lisse. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent ça? Je ne sais pas, moi je leur réponds en premier lieu que tout ça, les gens ont dit qu'on m'avait envoyé dans la station spatiale pour tweeter, mais c'est pas vrai, on n'a pas de temps réservé à ça du tout, on a 0 pendant 6 mois, donc toutes ces choses-là, c'est vraiment sur le soir, le dimanche, la pause du midi, on va prendre... Donc quelques heures de temps libre en fait, hein. On va prendre quelques photos en 15 minutes avant de retourner au travail, le soir, de 10h à minuit, on trie les photos et puis on en envoie quelques-unes, donc c'est vraiment comme ça que ça se passe, premièrement, et puis deuxièmement, moi j'ai pas, encore une fois, moi je pense que le message est positif, moi j'en suis convaincu, moi je risque ma vie quelque part pour ça, pour le progrès de la science, pour passer des messages comme ça, moi j'en suis convaincu, j'essaie d'expliquer aux gens, mais je ne veux pas faire non plus de prosélytisme, hein. Si les gens, je laisse aux gens le droit de penser que ce qu'ils veulent, je n'ai pas envie de convaincre tout le monde, moi j'essaie de partager ça, si ça intéresse les gens tant mieux, mais si un jour la majorité des citoyens décident qu'on n'envoie plus de gens dans l'espace parce qu'il faut faire une autre utilisation des moyens, tant mieux. Nous on est là pour être au service des gens, on n'est pas là pour tirer la couverture à nous et puis essayer d'attirer les budgets, l'exposition médiatique, on est là pour faire les choses pour les gens. Alors c'est intéressant que vous disiez ça parce qu'il y en a d'autres qui disent que les missions spatiales coûtent beaucoup trop cher et qu'elles ne servent pas à grand chose. Vous leur répondez quoi? Moi, je leur réponds que les deux sont faux quelque part, mais ça, on l'a vu plusieurs fois. Ça ne coûte pas si cher que ça. Alors, évidemment, c'est des budgets importants. Mais... 133 milliards d'euros en 30 ans pour la Station spatiale internationale en tout. Ce qui est formidable, pour la construction, pour toutes les missions spatiales. Mais ça, ce qui est formidable, c'est que c'est les Américains et les Russes qui ont payé 80% de ça. Nous, l'Europe, on a 8% du budget de la Station spatiale, donc on a peut-être payé 8% de ce budget-là, étalé sur une durée aussi longue. Ça fait vraiment des budgets qui ne sont pas phénoménaux. L'Agence spatiale européenne, le budget entier, ça représente, moyenné sur les populations européennes, ça représente 12 € par an et par habitant. Les vols habités, c'est 10%. Nous, on est 10% de l'Agence spatiale européenne qu'il faut aussi diffuser. C'est 1,20 €, allez, on va dire à peu près 2 €. C'est 2 € par an et par habitant. Et ça permet d'envoyer des gens dans l'espace, de faire des expériences, d'augmenter la connaissance et le progrès. Et puis, quelque part, on crée aussi des emplois qualifiés en faisant ça. On n'est pas en train de dépenser de l'argent qui s'en va dans la nature. Nous, on dit, voilà, on a besoin de créer des expériences, on va injecter ça dans la société française avec du travail de chercheurs, d'ingénieurs. Et puis en faisant tout ça, encore une fois, nous, on ne fait pas la guerre, on ne fait pas les jeux de hasard ou on ne vend pas des cigarettes. On essaie vraiment de faire ça pour la société. Puis la cerise sur le gâteau, c'est que peut-être on fait rêver les enfants et qu'on suscite des vocations. Donc moi, je vois vraiment que du positif. Après, c'est mon opinion. Alors justement, vous parliez des répercussions de vos expériences scientifiques. Qu'est-ce qu'on peut en retirer concrètement, j'allais dire, même dans notre vie de tous les jours? Est-ce qu'à un moment, vous, les expériences scientifiques que vous menez dans la Station spatiale internationale, elles ont des retombées concrètes? Oui, mais ça, c'est l'exercice le plus difficile à faire et auquel moi, j'essaie de m'atteler parce qu'évidemment, la recherche, c'est toujours un peu fondamental. Donc parfois on recherche de la matière noire dans l'univers, des choses comme ça. Donc ça, alors qu'est-ce que ça fait pour les gens? En même temps, il faut faire cette recherche-là. Il faut s'occuper du présent, mais il ne faut pas non plus hypothéquer l'avenir. Il faut faire de la recherche à long terme, et ça, c'est vrai qu'on en fait beaucoup dans la station spatiale. On fait aussi de la recherche à moyen et court terme. On fait de la recherche sur les matériaux qui sédimentent pas du tout de la même manière, en apesanteur évidemment. Et ça permet d'avoir des meilleurs alliages, ça fait des meilleurs moteurs d'avion, ça fait des coques de téléphone, et ça touche les gens un peu dans la vie de tous les jours. On fait de la recherche médicale, on fait de la recherche sur la vision, la recherche sur les muscles, sur les os, on fait de la recherche sur la neurologie.
densité osseuse, je crois que ça a eu des répercussions d'ailleurs. Tout à fait, oui, on a eu des vaccins, alors on a eu pas vraiment des vaccins pour la densité osseuse, mais pour MRSA, enfin staphylocoque doré, il y a eu des résultats spatiaux qui ont aidé à développer un vaccin pour la densité osseuse, excusez-moi, également. Et puis en ce moment, la neurologie, ça marche très très bien. On essaie de cartographier un peu le cerveau des astronautes dans cette réadaptation à un nouvel environnement. Et c'est un des seuls exemples à l'âge adulte où on va avoir ce phénomène. Et ça permet aux scientifiques d'identifier les zones où chercher, où réparer quand au sol il y a des pathologies, accidents de voiture ou des choses comme ça, ou AVC. Alors, il y a des réflexions intéressantes. Patrick Baudry, par exemple, il dit que l'ISS, c'est un énorme gâchis, qu'il vaudrait mieux aller sur la Lune. Et Buzz Aldrin, qui est un astronaute parmi les plus connus au monde, il affirme, lui, qu'il faut se concentrer sur Mars. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est-à-dire que, est-ce que oui, l'ISS, c'est encore formidable aujourd'hui, mais qu'il faut déjà penser à l'avenir et à plus loin? Est-ce que vous avez envie d'aller sur Mars? Oui, non, mais moi j'ai envie d'aller sur Mars, mais on s'en fout de ce que moi j'ai envie à titre personnel. À titre personnel, c'est pas grave. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il ne faut pas non plus raisonner en termes trop simplistes. Je pense que ce qu'on fait dans la station spatiale, c'est de l'exploration et de la recherche. Donc de l'exploration où l'exploration, c'est un mécanisme par étapes. Christophe Colomb, en Amérique, il y allait une fois, ensuite il est revenu une deuxième fois, construit des bases et allé de plus en plus loin. Ça ne se fait pas en un jour. Donc nous, on en est là dans notre processus. On a appris à maîtriser l'environnement spatial. Ça fait 15 ans qu'il y a des astronautes qui apprennent à vivre dans l'espace. Maintenant, on sait vivre dans l'espace et il va falloir aller plus loin. Mais en faisant ça, on fait aussi de la recherche scientifique. L'exploration en soi, aller planter un drapeau quelque part juste pour planter un drapeau, ça ne marche pas. Ça marchait à l'époque de la guerre froide, mais ça ne marcherait plus. Oui, c'est ça. Personne ne serait partant dans cette aventure-là. Si on faisait que de la science, si on se dit, voilà, nous, on va faire un laboratoire et puis c'est tout, ça ne marcherait pas vraiment non plus. Mais ce qui est formidable dans la station spatiale, et la raison pour laquelle ça marche, c'est qu'on fait les deux. C'est qu'on apprend à aller plus loin, c'est une étape sur la route de l'exploration. Ce qu'on fait dans la station spatiale, ça nous permettra un jour d'aller sur Mars, parce qu'il faut apprendre à le faire avant de se lancer. Et en même temps, on a des résultats scientifiques pour la Terre. Donc il ne faut pas abandonner l'ISS. Il faudra, oui, évidemment, à un moment, mais de toute façon, c'est prévu. C'est ce mécanisme d'exploration, tous les projets des grandes agences, à terme, ils vont de plus en plus loin, mais derrière nous, on espère que l'orbite basse terrestre, elle va s'ouvrir à la sphère privée. Il y a des projets d'hôtels, des projets de vols touristiques, Virgin Galactic, etc. Et c'est toujours comme ça, l'exploration. Les explorateurs institutionnels vont de plus en plus loin, et puis derrière, c'est repris par la sphère privée, et tant mieux. Vous rentrez à peine de votre première mission dans l'espace. Est-ce que là, maintenant, aujourd'hui, vous rêvez déjà de repartir? Alors là, maintenant, aujourd'hui, il va falloir en parler à ma compagne. Mais non, là j'ai envie de... il faut finir la mission. La mission n'est pas finie. Une fois qu'on est revenu sur Terre, moi j'étais le cobaye d'énormément d'expériences. Donc il va falloir faire la phase... Vous avez eu des biopsies musculaires. Oui, tout à fait. Donc il me manque des petits morceaux de jambes en ce moment. C'était le cadeau de bienvenue. Mais non, il va falloir finir tout ça. Donc j'ai encore quelques semaines où j'appartiens aux scientifiques, où il va falloir leur fournir tous les échantillons dont ils ont besoin pour qu'ils puissent conclure avant, pendant la mission, après. Une fois que ça c'est fini, petit à petit je vais me remettre dans la boucle et puis me repréparer à peut-être une mission prochaine. Quand on écoute les astronautes a posteriori, on les entend souvent dire que leur vie a été modifiée à jamais. Est-ce que vous avez, vous, déjà ce sentiment? C'est-à-dire que votre vie ne sera jamais plus comme avant? Je sais pas, moi je viens vraiment juste de revenir, donc je me suis pas encore réhabitué à tout ça, j'ai pas vraiment vu les conséquences, les changements, peut-être dans le regard des gens, je sais pas, maintenant il est allé dans l'espace, est-ce que mes amis vont me parler de la même manière? Oui, je pense, parce que ça sert à ça les amis, et puis que moi j'ai les meilleurs du monde, mais non, j'en ai pas conscience pour l'instant. Moi, j'essaie de rester le même depuis le début. De toute façon, il n'y a pas de raison de changer. C'est pas parce que moi, on m'a mis une combinaison bleue et qu'on m'a envoyé dans la station spatiale que je fais forcément mieux que les autres. Et puis, je pense que c'est important de faire confiance à ses proches et à son environnement. Merci à vous, Thomas Pesquet. Je vous en prie, merci à vous.